Les mains de Léna tremblaient si violemment qu'elle craignait de laisser tomber le verre à vin qu'elle polissait. Le cristal, fin et délicat, semblait absorber la tension qui émanait d'elle, vibrant au rythme de son pouls affolé. Autour d'elle, le restaurant Le Nocturne baignait dans une atmosphère feutrée, un murmure de conversation chic et le cliquetis argentin des couverts sur la porcelaine. C'était un monde d'opulence et de pouvoir, un monde qui n'était pas le sien. Clara, sa collègue plus âgée, s'est penchée vers elle, son souffle chaud sentant le café et la peur. « Quoi que tu fasses, ne croise jamais son regard. Il vire des gens pour moins que ça. » Son avertissement était un sifflement bas, presque inaudible, mais il portait le poids d'une loi non écrite. Léna a levé les yeux un instant, juste assez pour apercevoir la silhouette assise, seule dans la banquette de velours rouge au fond de la salle. Dante Moretti. Son nom était une légende murmurée entre les employés, un mélange de respect et de terreur. Il était le propriétaire, mais tout le monde savait qu'il était bien plus que ça. Assis là, immobile, il dégageait une aura de contrôle absolu, une obscurité contenue qui semblait aspirer toute la lumière de la pièce. Elle a baissé la tête, le cœur battant à tout rompre, sentant déjà ce regard peser sur elle. Loin du luxe du nocturne, son propre monde était un petit studio froid dans le 19e arrondissement, où l'odeur de l'humidité se mêlait à celle de la solitude. Les factures impayées s'empilaient sur la table de la cuisine, un monument silencieux à la vie qu'elle avait fuie et aux dettes qu'elle avait emportées avec elle. Chaque soir, en rentrant, elle vérifiait 3 fois le verrou, le souffle court, priant pour ne pas voir une ombre familière l'attendre au coin de la rue. Son téléphone a vibré sur le comptoir, affichant numéro masqué. Elle a sursauté, son estomac se nouant. C'était lui, l'inspecteur Dubois, son ex, son tortionnaire. Elle n'avait pas besoin de répondre pour savoir ce que le message dirait. Une menace à peine voilée, un rappel qu'il savait où elle était, qu'elle ne pourrait jamais lui échapper. C'est pour fuir cet homme qu'elle avait tout quitté, et maintenant, son fantôme la rattrapait. Si cette histoire vous touche déjà, si vous avez déjà ressenti cette angoisse de ne pas avoir d'issue, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Vos encouragements nous aident énormément à continuer de partager ces récits. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on n'est jamais vraiment seul face à l'injustice. Pendant que Léna luttait contre la panique dans son appartement exigu, Dante Moretti se tenait dans son penthouse stérile qui surplombait tout Paris. Les baies vitrées reflétaient son image, un homme en costume sur mesure dont le visage ne trahissait aucune émotion. Marco Vianello, son conciliaire, se tenait à ses côtés, un dossier à la main. Les Romano deviennent trop audacieux, ils empiètent sur le territoire du port. Dante n'a pas scié. Son regard balayait les lumières de la ville, chaque point lumineux un pion sur son échiquier personnel. Fais-leur comprendre leur erreur, Marco. Pas de sang dans la rue, une leçon propre, économique, frappe-les là où ça fait mal, leur portefeuille. Sa voix était calme, dénuée de toute colère, ce qui la rendait d'autant plus glaçante. C'était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, un homme pour qui la violence était un outil, pas une passion. Il vivait selon un code strict, un ensemble de règles qui l'avaient maintenu au pouvoir. Pas d'implication personnelle, pas de faiblesse, pas d'exception. Il a ajusté ses boutons de manchette, son esprit déjà passé à autre chose. Il était temps de descendre. Son restaurant, son royaume, l'attendait, ignorant totalement que la plus grande exception à toutes ces règles polissait des verres juste en dessous de lui. La tension dans la salle du personnel était palpable. Dante avait convoqué tout le monde juste avant le début du service, une chose rare et toujours de mauvais augure. Il se tenait devant eux, les mains dans les poches, son regard balayant lentement chaque visage. La réputation de cet établissement repose sur un seul principe, la perfection. Chaque détail compte, la loyauté est attendue, l'excellence est exigée. Toute défaillance sera traitée. Sa voix basse résonnait dans le silence, chaque mot pesé, chaque syllabe une promesse et une menace. C'est à ce moment précis que le téléphone de Léna, qu'elle avait oublié de mettre en silence, a vibré dans la poche de son tablier. Un message de Dubois. Le son était infime, mais dans ce silence de mort, il a semblé aussi bruyant qu'une explosion. Prise de panique, son geste fut maladroite. Elle a heurté un plateau chargé de verres posé à côté d'elle.
Le fracas du cristal, se brisant sur le sol, a fait sursauter tout le monde. Le discours de Dante s'est arrêté net. Tous les regards se sont tournés vers elle, pétrifiés. Lentement, le sien aussi. Helena, poussée par une vague de défis née de la peur et de l'épuisement, a fait l'impensable. Elle a relevé la tête et a plongé son regard droit dans le sien. Le temps sembla se suspendre. Dans les yeux de Dante Moretti, il n'y avait pas la fureur attendue, mais une immobilité déconcertante, une curiosité froide et analytique, comme s'il voyait quelque chose ou quelqu'un pour la toute première fois. Le reste du monde s'est estompé. Il n'y avait plus que ce contact visuel intense, un défi silencieux lancé à travers la pièce. Léna sentait le sang battre à ses tempes, incapable de détourner les yeux, piégée par une force qu'elle ne comprenait pas. Clara, à côté d'elle, semblait avoir cessé de respirer, son visage blême de terreur pour elle. Les autres employés fixaient le sol, n'osant pas être témoins de ce qui allait suivre. Après ce qui parut une éternité, Dante a eu un très léger, presque imperceptible hochement de tête. Le service va commencer, tout le monde à son poste. Sa voix a brisé le sortilège. L'équipe s'est dispersée dans un murmure de soulagement. « Vous », a-t-il ajouté sans la quitter des yeux, « restez ». La peur, un instant éclipsée par son audace, est revenue en force, glaciale et paralysante. Elle était seule avec lui, le sol jonché de verres brisés, attendant une sentence qui scellerait son avenir déjà si précaire. La conversation fut brève, étrangement dénuée de la colère qu'elle attendait. Il lui a posé des questions sur son expérience, son passé, des questions auxquelles elle a répondu d'une voix tremblante mais ferme. Il ne l'a pas renvoyée. Il l'a simplement congédiée d'un geste, laissant plus confuse et effrayée qu'auparavant. Des heures plus tard, son service terminé, Léna a quitté le restaurant par la ruelle de service, l'air froid de la nuit parisienne mordant ses joues. L'adrénaline de sa confrontation avec Dante s'était dissipée, laissant avec une fatigue écrasante et le bourdonnement familier de l'anxiété. C'est alors qu'une silhouette s'est détachée de l'ombre des poubelles. Son cœur a cessé de battre. L'inspecteur Dubois. Un sourire mauvais étirait ses lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir te cacher de moi, Léna, dans un endroit comme celui-ci » Il s'est approché, l'odeur d'alcool et de suffisance l'enveloppant. Il a attrapé son bras, sa poigne de fer lui meurtrissant la peau. « Tu es à moi, tu l'as toujours été. » Il l'a plaqué violemment contre le mur de briques rugueuses, le souffle coupé. La panique pure, celle qu'elle connaissait si bien, l'a submergée. Ses cris étaient étouffés, personne ne pouvait l'entendre. Son cauchemar était là, bien réel. Alors que les doigts de Dubois se resserraient sur sa gorge, coupant sa respiration, un faisceau de lumière intense a inondé la ruelle. Les phares d'une berline noire et luxurieuse, apparus sans un bruit, les ont aveuglés. Le moteur tournait dans un ronronnement puissant et discret. La portière arrière s'est ouverte lentement et Dante Moretti en est sorti. Il n'a pas couru, il n'a pas crié, il s'est simplement avancé dans la lumière, son costume sombre impeccable contrastant avec la saleté de l'endroit. Il a regardé la main de Dubois sur le cou de Léna, puis a levé les yeux vers le visage de l'inspecteur. Son expression était vide de toute émotion, mais son regard contenait une promesse de violence si froide et si absolue qu'elle a fait hésiter Dubois. « Lâchez-la » a dit Dante. Sa voix n'était pas forte, c'était un ordre calme, presque un murmure, mais il portait une autorité qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Dubois a figé, son arrogance de petit tyran se heurtant à un pouvoir d'un tout autre ordre. Pour Léna, le monde venait de basculer. Au cœur de sa plus grande terreur, l'homme le plus dangereux de Paris venait de se placer entre elle et son monstre, devenant son seul et terrifiant espoir. L'arrogance de Dubois s'est évaporée face à l'autorité silencieuse de Dante Moretti. Sa main a quitté ma gorge, me laissant haletante, cherchant de l'air dans la ruelle putride. Dante n'a pas prononcé un mot de plus à l'inspecteur, son simple regard suffisait à le congédier comme un chien sans importance. Dubois a reculé, marmonnant une menace que le vent a emportée, avant de disparaître dans l'obscurité. Je tremblais de tous mes membres, le choc me glaçant jusqu'aux os. Dante s'est tourné vers moi, son visage une énigme sculptée dans le granit. « Je vous ramène. » Ce n'était pas une question.
Le trajet dans sa berline de luxe s'est fait dans un silence assourdissant. Je sentais son regard sur moi, mais je n'osais pas le croiser. Il ne m'a posé aucune question, ne m'offrit aucune parole de réconfort, et cette absence de pitié était étrangement plus rassurante que n'importe quelle fausse sympathie. Devant mon immeuble, il m'a tendu une simple carte de visite noire avec un numéro de téléphone gravé en argent. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le lendemain matin, un appel du manager du Nocturne a scellé mon sort. J'étais renvoyée. L'incident de la veille, mon lien apparent avec M. Moretti, avait fait de moi un problème. Mon monde, déjà si fragile, venait de s'effondrer complètement. La perte de mon emploi a été le premier coup de boutoir qui a fait trembler les fondations de ma vie précaire. Quelques jours plus tard, une lettre de mon propriétaire arriva, un prévisus d'expulsion froid et impersonnel. J'avais 2 semaines pour payer mes arrières de loyer, une somme que je n'avais aucune chance de réunir. Simultanément, la campagne de harcèlement de Dubois a atteint un nouveau paroxysme. Il savait que j'étais vulnérable, sans emploi, isolée. Les appels de numéros masqués se sont multipliés, ses messages vocaux devenant de plus en plus explicites, détaillant ses fantasmes de violence et de possession. Il a commencé à apparaître près de chez moi, une ombre stationnée de l'autre côté de la rue, un rappel constant que je n'étais nulle part en sécurité. Pour couronner le tout, les créanciers que j'avais fuis en quittant ma ville natale avaient retrouvé ma trace. Des lettres de mise en demeure, agressives et menaçantes, étaient glissées sous ma porte. J'étais piégée, un animal traqué dans une cage qui se rétrécissait de jour en jour. Chaque son me faisait sursauter, chaque ombre me glaçait le sang. L'espoir était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. C'est au moment où je touchais le fond, en rentrant d'un énième entretien d'embauche infructueux, qu'une berline noire, identique à la sienne, s'est arrêtée en silence à ma hauteur. La vitre s'est baissée pour révéler le visage impassible de Marco Vianello. « Mademoiselle Fournier, Monsieur Moretti souhaite vous voir. » Sa voix était polie, mais ne laissait aucune place à la discussion. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. J'ai été conduite non pas au restaurant, mais dans un immeuble de bureaux ultramoderne surplombant la Seine. Le bureau de Dante était immense, minimaliste et froid, un reflet parfait de l'homme qui se tenait près de la baie vitrée, contemplant la ville comme s'il en était le propriétaire. Il s'est tourné vers moi, son costume impeccable, son aura de pouvoir encore plus palpable ici que dans l'ombre du Nocturne. Il n'a pas perdu de temps en salutations. « J'ai appris que vous aviez été renvoyé. Ce n'était pas mon ordre. » Sa voix était calme, mais elle portait un sous-entendu clair. Il contrôlait tout dans son monde et ce qui m'était arrivé était une anomalie qu'il entendait corriger. Il voulait savoir toute l'histoire et son regard intense ne me laissait aucune échappatoire. Une partie de moi criait de fuir, de ne faire confiance à personne, surtout pas à un homme dont la réputation était construite sur la peur et le contrôle. Mais l'épuisement et le désespoir étaient plus forts. Et puis, il y avait cette lueur dans ses yeux, une curiosité intense qui semblait aller au-delà de ma simple situation. Alors, les mots ont commencé à sortir. D'abord un filet hésitant, puis un torrent incontrôlable. Je lui ai tout raconté. L'enfer de ma relation avec Dubois, les coups, l'humiliation, la façon dont il utilisait son insigne pour me terroriser et m'isoler. J'ai décrit ma fuite vers Paris, l'espoir fragile d'une nouvelle vie et la terreur glaciale de le voir réapparaître. Pendant que je parlais, son visage est resté de marbre, mais j'ai vu ses mains se serrer discrètement en poing à ses côtés. Une tension palpable a envahi la pièce, une fureur contenue, glaciale, bien plus effrayante qu'une explosion de colère. Quand j'ai mentionné que Dubois était un inspecteur de police, j'ai vu une lueur dangereuse s'allumer dans ses yeux sombres. Ce n'était pas de la pitié que je voyais, mais l'indignation d'un prédateur qui voit un rival enfreindre un code d'honneur tacite, celui de ne pas s'en prendre aux proies sans défense. Après un silence qui sembla durer une éternité, il a parlé, sa voix basse et résonnante d'une certitude absolue. « Cet homme ne vous touchera plus jamais. » Ce n'était pas une promesse, mais un fait établi, un décret royal. Puis, il m'a présenté son offre, non pas comme un acte de charité, mais comme une transaction commerciale. Il avait besoin d'une nouvelle assistante personnelle pour gérer les affaires de la fondation de sa mère, un travail qui exigeait une discrétion totale
et une confiance absolue. Le poste était accompagné d'un appartement meublé et sécurisé dans l'un de ces immeubles et d'un salaire qui effacerait toutes mes dettes en quelques mois. L'offre était un radeau de sauvetage dans l'océan de mes problèmes. Mais il y avait un prix implicite qui me glaçait le sang. J'allais travailler pour lui, vivre sous sa protection, être à sa disposition. Je devais entrer de mon plein gré dans sa cage dorée. Il me proposait d'échanger un monstre que je connaissais contre un autre, infiniment plus puissant et imprévisible. La proposition était à la fois ma seule chance de survie et la plus grande menace pour la liberté qu'il me restait. Ma première impulsion, instinctive et violente, a été de refuser. Ma fierté, cette chose tenace et meurtrie qui m'avait maintenue en vie jusqu'ici, s'est rebellée. « Je ne peux pas accepter, monsieur Moretti », ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts pour la garder ferme. « Je vous suis reconnaissante, mais je ne veux être redevable envers personne, je peux me débrouiller seule. » Ces mots sonnaient creux même à mes propres oreilles, mais je m'y accrochais comme à une bouée. J'avais passé des années sous le contrôle de Dubois, un homme qui avait commencé par m'offrir sa protection avant de m'étouffer. La perspective de me placer volontairement sous la dépendance d'un autre homme de pouvoir était terrifiante. C'était un schéma que je m'étais juré de ne jamais répéter. Je le regardais, cherchant le piège, la faille dans son armure, mais son expression restait calme, patiente, comme s'il avait anticipé ma résistance, comme s'il comprenait mes peurs mieux que moi-même. Il me laissait me débattre avec ma propre dignité, sachant pertinemment qu'elle ne pesait pas lourd face à la réalité de ma situation. Il n'a pas cherché à me convaincre par la force ou la manipulation. Il a simplement utilisé l'arme la plus tranchante de son arsenal, la vérité froide et brutale. Seul, a-t-il répété, sans une once de pitié dans sa voix, l'homme qui vous traque est un policier. Le système qui devrait vous défendre est l'arme qu'il utilise contre vous. Votre propriétaire va vous expulser. Vos créanciers vous retrouveront. Où irez-vous, mademoiselle Fournier? Sous un pont? Chaque mot était un coup, démolissant mes faibles défenses. Puis, il s'est légèrement penché en avant, son regard se faisant plus intense. Je n'aime pas les lâches. Et un homme qui utilise son uniforme pour terroriser une femme est la pire espèce de lâche. Ma proposition n'est pas de la charité. C'est une question de principe. Je déteste les déséquilibres de pouvoir de ce genre. Je ne vous offre pas de vous sauver. Je vous offre les moyens de vous défendre. Considérez cela non pas comme une dette, mais comme un rééquilibrage des forces. Cette distinction subtile a fait mouche. Il ne se présentait pas comme un sauveur, mais comme un armurier me proposant une arme que je n'aurais jamais pu obtenir par moi-même. Je luttais encore intérieurement, mon esprit une tempête de peur et de fierté, quand Marco Vianello est entré silencieusement dans le bureau. Il a déposé un mince dossier sur le bureau en acajou de Dante et s'est retiré avec la même discrétion. Dante l'a ouvert sans un mot et l'a fait glisser vers moi. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, il y avait des photos de surveillance prises au cours des dernières 24 heures. Des clichés de Dubois, assis dans sa voiture banalisée, observant mon immeuble. Une transcription d'un message vocal qu'il m'avait laissé ce matin même, un message que j'avais effacé sans l'écouter, rempli de menaces d'une violence inouïe. La preuve était là, crue et irréfutable. « Il ne s'arrêtera pas », a dit Dante, sa voix plus douce maintenant, presque lasse. Les hommes comme lui ne s'arrêtent jamais, à moins qu'on ne les arrête. Il a détourné le regard vers la ville, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une ombre de douleur ancienne traverser son visage. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur, personne. Cette fissure inattendue dans sa façade impénétrable, ce bref instant de vulnérabilité partagée, a été ce qui a finalement fait basculer ma décision. J'ai pris une profonde inspiration, le papier glacé des photos froid sous mes doigts tremblants. La réalité était là, dans ce dossier. Ma fierté était un luxe, une vanité que je ne pouvais plus me permettre face à une menace aussi concrète. La survie était la seule chose qui comptait désormais. J'ai relevé les yeux vers Dante. Je ne voyais plus seulement un chef de la mafia, un monstre potentiel, mais une alliance dangereuse et complexe. C'était peut-être un pacte avec le diable, mais le diable que je connaissais était déjà en train de frapper à ma porte. Celui-ci m'offrait une forteresse. « D'accord », ai-je murmuré, le mot ayant le goût à la fois de la défaite et d'un espoir terrifiant. « J'accepte. »
Une lueur indéfinissable a traversé le regard de Dante, un mélange de satisfaction et peut-être de soulagement. Il a simplement hoché la tête. Marco s'occupera de tout. Vous déménagez ce soir. Votre ancienne vie est terminée. En quittant ce bureau, escorté par Marco, un sentiment de finalité m'a envahi. Je venais de franchir une porte que je ne pourrais jamais refermer. Mon entrée dans son monde sombre, violent et étrangement régi par des principes était désormais inévitable et absolue. L'appartement où Marco m'a conduite était à des années-lumière de mon ancien studio. Situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien sécurisé, il était un sanctuaire de luxe impersonnel avec des meubles design, des draps en soie et une vue imprenable sur les toits de Paris. C'était magnifique, silencieux et totalement stérile. Une cage dorée. Chaque détail criait sécurité. Des serrures biométriques, des fenêtres en verre blindé et un interphone relié directement à un poste de garde. On m'a remis un nouveau téléphone, préprogrammé avec 2 numéros, celui de Dante et celui de Marco. Un chauffeur serait à ma disposition, mais mes déplacements devaient être annoncés à l'avance. J'étais en sécurité, oui, protégée de Dubois, mais j'avais échangé une prison de peur contre une prison de velours. La solitude était la même, seulement plus élégante. En me tenant au milieu du salon immense, le silence pesant sur mes épaules, je me suis sentie submergée par un mélange confus de gratitude et de claustrophobie. J'avais gagné un abri, mais j'avais perdu les derniers vestiges de mon autonomie, chaque parcelle de ma vie désormais soumise aux règles d'un homme que je connaissais à peine. Mon premier jour de travail pour la Fondation Moretti a été une immersion dans un autre monde. Les bureaux, situés dans le même bâtiment que le siège des entreprises de Dante, étaient un labyrinthe de verre fumé et d'acier brossé. Des hommes en costume sombre se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, leur conversation des murmures discrets qui s'arrêtaient net à mon passage. La fondation, dédiée à la mère de Dante, semblait parfaitement légitime, finançant des refuges pour femmes et des programmes pour l'enfance. Pourtant, l'atmosphère était chargée d'une tension sous-jacente, comme si cette façade respectable dissimulait des rouages bien plus sombres. Dante m'a expliqué mes tâches d'une voix neutre et professionnelle. Il était distant, concentré, mais je sentais son regard sur moi, analysant chacun de mes gestes. Une première étincelle de friction a jailli lorsque j'ai tenté d'organiser des dossiers selon mon propre système. Il m'a arrêté d'un geste sec. « Ma méthode, mademoiselle Fournier, il y a une raison à tout ce qui se fait ici. L'ordre n'est pas une suggestion, c'est une question de survie. » Ces mots étaient froids, une leçon de contrôle absolu qui me rappelait constamment où je me trouvais et à qui j'appartenais désormais. Un soir, alors que je travaillais tard, submergée par des piles de documents, la porte du bureau s'est ouverte sans un bruit. Dante est entré, tenant 2 tasses à la main. Il en a posé une sur mon bureau sans dire un mot. C'était du thé à la camomille, avec une touche de miel, exactement comme je le prenais pour me calmer après un service stressant au nocturne. Un détail infime, un souvenir qu'il avait conservé et qui m'a frappé en plein cœur. Il a ensuite déposé un mince dossier à côté de la tasse. À l'intérieur, tous les avis de créanciers, toutes les lettres de mise en demeure qui avaient empoisonné ma vie, tamponnées d'un mot rouge et définitif, payé. Je les regardais, la gorge nouée, incapable de formuler une phrase. Considérez cela comme une avance sur salaire, a-t-il dit simplement, sa voix basse masquant toute émotion. Ce geste, à la fois incroyablement généreux et profondément contrôlant, a ravivé mon conflit intérieur. Il m'ôtait un fardeau immense, mais en même temps, il resserrait les liens de ma dépendance, me rendant chaque jour un peu plus sienne. La gratitude et le ressentiment se livraient une guerre silencieuse dans ma poitrine. Le premier signe tangible que ma présence avait des répercussions dans son monde est venu de Marco Vianello. Je l'ai vu entrer dans le bureau de Dante un après-midi, son visage habituellement calme, traversé par une ombre d'inquiétude. La porte est restée entr'ouverte et j'ai pu entendre des bribes de leur conversation. Les Romano posent des questions Dante. Ils ont remarqué la nouvelle voiture devant l'immeuble, le changement dans ta routine. Ils demandent qui est la fille. Il y a eu un silence, puis la voix de Marco, plus basse, plus pressante. Ils te connaissent, ils savent que tu n'as jamais fait ça. Ils y voient une faille, une faiblesse. Le mot a résonné en moi comme un coup de poing. Faiblesse, c'est ce que j'étais pour lui, pour son monde, une anomalie, un risque.
La réponse de Dante a été glaciale, tranchante. Ce qu'il voit ne me concerne pas, qu'il s'occupe de leurs affaires. Il a congédié Marco, mais le malaise est resté suspendu dans l'air. En retournant à mon bureau, je me sentais soudain exposée, comme si un projecteur invisible venait de se braquer sur moi, faisant de moi une cible que je n'avais jamais demandé à être. Quelques jours plus tard, Dante a insisté pour que je dîne avec lui. Pas dans un restaurant, mais dans son penthouse, un espace froid et minimaliste qui semblait flotter au-dessus de Paris. Ce n'était pas un rendez-vous galant, l'atmosphère était trop tendue, trop formelle. C'était un test, une évaluation. Assis en face de moi, séparé par une immense table en marbre, il m'a posé des questions sur ma vie d'avant, sur mes aspirations, mes rêves anéantis. Je suis restée sur la défensive, mesurant chaque mot, terrifiée à l'idée de lui donner plus de prise sur moi. À mi-chemin du repas, n'y tenant plus, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. « Pourquoi faites-vous tout ça, monsieur Moretti, vraiment ?» Son regard s'est durci, toute trace de chaleur s'évaporant. « Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les déséquilibres, et vous êtes un atout pour la Fondation. Considérez-vous comme un investissement que je protège. » Ces mots étaient une gifle, une façon de me remettre à ma place, de nier toute implication personnelle. Mais alors que je baissais les yeux, blessée, j'ai cru déceler dans son regard une lueur de regret, comme si le mensonge lui coûtait plus qu'il ne voulait l'admettre. La menace a cessé d'être une conversation murmurée pour devenir une réalité tangible une semaine plus tard. Un courrier a livré un petit collier carré à mon nom au bureau de la Fondation. Il était élégamment emballé, sans carte ni expéditeur. Intriguée, je l'ai ouvert. À l'intérieur, nichée sur un lit de satin noir, se trouvait une unique orchidée blanche, magnifique et parfaite, à un détail près. Ses racines avaient été brutalement coupées. Mon sang s'est glacé, ce n'était pas le style de Dubois, sa cruauté était directe, bestiale. Ceci était différent, c'était un message symbolique, sophistiqué et infiniment plus effrayant. C'était un message de son monde. Tremblante, j'ai apporté la boîte à Dante. En voyant la fleur mutilée, son visage est devenu un masque de fureur glaciale. Pour la première fois, j'ai vu une émotion pure et violente traverser ses yeux avant qu'il la maîtrise. Sans un mot, il a passé un appel, sa voix un sifflement bas et menaçant. Doublez la sécurité, personne n'approche d'elle, personne. Le cercle de protection s'est resserré, mais il ressemblait de plus en plus aux barreaux d'une prison. Je me sentais étouffée, la surveillance constante, les gardes du corps discrets mais omniprésents, l'impossibilité de faire un pas seul. Un après-midi, dans un acte de pure rébellion, j'ai faussé compagnie à mon chauffeur lors d'un arrêt prévu dans une librairie. J'avais besoin d'air, besoin de me sentir normale, ne serait-ce qu'une heure. Je me suis perdue dans les rues du Marais, le cœur battant d'une excitation nerveuse, savourant l'anonymat de la foule. Mais ce sentiment de liberté a été de courte durée. J'ai commencé à sentir un regard pesant sur ma nuque. Une silhouette m'a suivie, se rapprochant. Soudain, un homme au visage dur m'a bousculé, sa main agrippant mon bras avec une force douloureuse. Il s'est penché à mon oreille, son haleine sentant le tabac froid. « Une jolie promenade » a-t-il murmuré. « Les Romano vous passent le bonjour. Ils disent de faire attention où vous mettez les pieds. La laisse de Moretti n'est peut-être pas si longue. » Il a disparu aussi vite qu'il était apparu, me laissant tremblante au milieu du trottoir. Ma petite escapade venait de me montrer la vérité. Il n'y avait plus d'endroit sûr pour moi en dehors de son contrôle. Cette fois, ce n'est pas la peur qui m'a submergée en rentrant, mais une rage froide. J'ai fait irruption dans son bureau, claquant la porte derrière moi. « C'est ça votre protection ?» ai-je crié, ma voix brisée par l'adrénaline et la terreur. « Être menacée en pleine rue ? Devenir un message dans votre guerre personnelle ?» Je lui ai jeté l'incident au visage, toute ma frustration et mon impuissance se déversant en un flot incontrôlable. Il est resté immobile, me laissant vider ma colère, son visage impénétrable, seule sa mâchoire serrée trahissant sa propre fureur. Quand j'ai eu fini, à bout de souffle, il n'a pas offert d'excuses ni de paroles rassurantes. Il s'est approché d'un mur lambrissé, a pressé un poing invisible et a révélé un coffre-fort. Il en a sorti un petit pistolet noir, élégant et mortel, et l'a posé sur le bureau en acajou entre nous. Le son mat du métal sur le bois a fait taire toutes mes protestations. « Non » a-t-il dit, sa voix un grondement sourd et dangereux. « Ça, c'est ma protection.
Et à partir de maintenant, vous allez apprendre que la meilleure défense n'est pas de se cacher, mais d'être prête à riposter. » Cette nuit-là, il m'a emmenée au sous-sol de l'immeuble, dans un stand de tir privé et insonorisé. L'odeur de poudre et d'huile flottait dans l'air. Il se tenait derrière moi, ses mains guidant les miennes pour tenir l'arme, son corps une présence solide et chaude contre mon dos. Son contact était impersonnel, technique, mais il a envoyé une décharge électrique à travers moi. Alors qu'il expliquait le mécanisme de sécurité, une sirène stridente a déchiré le silence. Des lumières rouges se sont mises à clignoter, baignant la pièce d'une lueur apocalyptique. La porte s'est ouverte à la volée et Marco a surgi, le visage blême, une arme à la main. Ils sont à l'intérieur, les Romano, ils ont forcé le hall. Des détonations sourdes ont retenti à l'étage supérieur. La guerre n'était plus à la porte, elle était dans la maison. En un instant, l'instructeur patient a disparu, remplacé par un prédateur. Dante m'a poussé derrière lui, son corps devenant un bouclier humain. Il a remis l'arme dans mes mains tremblantes. « Restez ici, ne bougez pas. » Le sanctuaire avait été violé. J'étais au cœur de la tempête, et la protection de Dante venait de me placer sur la ligne de front. La voix de Dante était un grondement sourd, un ordre qui a traversé la panique assourdissante de l'alarme. Il m'a poussé sans ménagement derrière un pilier en béton, son corps devenant une barrière infranchissable entre moi et la porte ouverte. Le métal froid du pistolet qu'il venait de me donner semblait brûler ma paume. Mes doigts étaient engourdis, incapables de trouver la force de serrer la crosse. Au-dessus de nous, le son étouffé d'une fusillade a éclaté, suivi de cris et du fracas de verre. Ce n'était pas un film, c'était réel. La guerre venait de s'inviter dans le sanctuaire que je commençais à peine à considérer comme un refuge. Dante a échangé un regard rapide avec Marco, un langage silencieux de violence et de stratégie qui m'était totalement étranger. Il a sorti une autre arme de sous sa veste, le mouvement fluide et terriblement naturel. « Peu importe ce que tu entends, tu ne sors pas d'ici », m'a-t-il ordonné, son regard se posant sur moi une fraction de seconde. Ce n'était pas un regard de pitié, mais celui d'un général donnant un ordre vital à une recrue terrifiée. Puis, il a disparu dans le couloir avec Marco, me laissant seul dans la pénombre clignotante, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait se briser contre mes côtes. Le temps s'est étiré en une agonie de bruit terrifiant. Chaque détonation à l'étage me faisait sursauter. Chaque silence prolongé était encore pire, empli d'une anticipation macabre. Je suis resté recroquevillé derrière le pilier, le pistolet pointé vers la porte d'une main tremblante, persuadé que chaque ombre était une menace. Des voix d'hommes, des ordres aboyés en italien, des bruits de lutte. Je fermais les yeux, essayant de me dissocier de la réalité. Mais l'odeur âcre de la poudre à canon commençait à s'infiltrer dans le sous-sol, rendant la violence tangible, suffocante. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la fusillade a cessé. Le silence qui a suivi était lourd, presque aussi effrayant que le chaos. J'ai retenu mon souffle, écoutant le moindre son. Des pas. Lents, mesurés, se rapprochant. J'ai serré l'arme, le doigt sur la détente, me préparant à l'impensable. La silhouette de Dante est apparue dans l'encadrement de la porte, son costume impeccable maculé de poussière, une coupure fine sur sa tempe d'où perlait une goutte de sang. Il n'a pas souri, mais le soulagement brut dans ses yeux quand il m'a vue saine et sauve a été la chose la plus sincère que j'ai jamais vue de sa part. Il s'est approché de moi, a retiré doucement l'arme de mes mains glacées et l'a mise en sécurité. Son contact était bref, mais il a envoyé une onde de chaleur à travers mon corps engourdi par la peur. « C'est fini, pour l'instant », a-t-il dit, sa voix basse et rauque. Marco est apparu derrière lui, le visage grave. Ils étaient 4 au rez-de-chaussée, 2 autres dans les escaliers. Le système de sécurité a verrouillé les étages supérieurs, mais ils ont coupé les communications. Nous sommes isolés. Dante a hoché la tête, son esprit déjà en train de calculer les prochaines étapes. Il s'est tourné vers moi et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son masque de contrôle, une lueur d'inquiétude, presque de regret. « Je suis désolée que vous ayez eu à voir ça, Lena. » Le son de mon prénom, prononcé par lui dans ce contexte, a eu un effet étrange, créant un lien intime au milieu du carnage. Je voulais lui dire que ce n'était pas sa faute, que j'avais choisi d'entrer dans son monde, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. La réalité de mon choix venait de m'exploser au visage, et le prix à payer semblait soudain bien trop élevé pour ma survie.
« Nous ne pouvons pas rester ici », a déclaré Dante, sa voix reprenant son ton autoritaire. « Ils savent où nous sommes. Ils vont essayer de rétablir le courant pour désactiver les verrous. Nous devons monter au penthouse. C'est le seul endroit totalement sécurisé. » L'idée de traverser le bâtiment, de voir les conséquences de la bataille, me terrifiait. Il a dû voir la peur sur mon visage, car il a ajouté d'une voix plus douce. « Je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Vous resterez juste derrière moi. » Il m'a tendu la main. C'était un geste simple, mais lourd de sens. Ce n'était plus un ordre, c'était une invitation à lui faire confiance, une confiance aveugle et absolue. J'ai hésité une seconde, le souvenir de Dubois et de toutes les promesses brisées me retenant. Mais le regard de Dante était différent. Il ne promettait pas la sécurité, il l'incarnait. Il était la tempête et l'abri en même temps. J'ai glissé ma main tremblante dans la sienne. Sa paume était chaude, cailleuse, et sa prise était ferme, rassurante. C'était un pacte silencieux. À partir de cet instant, ma survie dépendait entièrement de lui, et il le savait. La montée a été un cauchemar éveillé. Le hall d'entrée était une scène de chaos, des meubles renversés, des impacts de balles dans les murs en marbre. Dante m'a guidé à travers les débris, son corps me protégeant de la vue des corps que ces hommes évacuaient déjà discrètement. Nous avons emprunté un escalier de service, chaque palier une nouvelle épreuve de nerfs. Le silence était tendu, ponctué par le crépitement lointain d'une alarme incendie. À mi-chemin, nous avons dû nous cacher dans un petit placard de rangement, alors que des bruits de pas se faisaient entendre dessus. L'espace était minuscule, nous étions pressés l'un contre l'autre dans l'obscurité totale. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration contre mes cheveux. Mon propre cœur battait la chamade. « Quand j'étais enfant, a-t-il murmuré si bas que j'ai cru l'avoir imaginé, des hommes comme eux ont fait irruption chez nous. Ma mère m'a caché dans un placard comme celui-ci. Elle leur a fait face seule pour me protéger. C'est ce jour-là que j'ai juré que plus personne ne se sentirait jamais impuissant sous mon toit. » Cette confession, arrachée à l'obscurité et au danger, a brisé quelque chose en moi. Je ne voyais plus le chef de la mafia, mais le petit garçon terrifié qu'il avait été. Une fois arrivés au penthouse, Marco et 2 autres gardes ont sécurisé la porte derrière nous. La baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Paris était fissurée par un impact de balle, une étoile de cristal au milieu de la perfection. Le chaos avait même atteint son sanctuaire. L'adrénaline m'a quittée d'un coup, me laissant tremblante et nauséeuse. Je me suis effondrée sur un canapé, la tête entre les mains. « C'est ma faute », ai-je soufflé, la culpabilité m'étouffant. « Ils ont fait ça à cause de moi. Marco l'a dit, je suis votre faiblesse. » Dante, qui donnait des ordres à ses hommes, s'est figé. Il s'est approché lentement et s'est accroupi devant moi, me forçant à le regarder. « Ne dites jamais ça », a-t-il dit, son intensité me clouant sur place. « Les Romano cherchaient une excuse depuis des mois. Vous n'avez pas été la cause, vous avez été le prétexte. Ils ont sous-estimé ce que je suis prête à faire pour protéger ce qui est à moi. » Le possessif a résonné dans la pièce, possessif mais étrangement protecteur. Il ne me voyait pas comme une faiblesse, mais comme un territoire à défendre, une partie de son domaine qu'il ne laisserait pas toucher. J'ai remarqué la coupure sur sa tempe qui saignait de nouveau. Sans réfléchir, j'ai attrapé une serviette sur le bar et l'ai humectée avec de l'eau d'une bouteille. « Asseyez-vous », ai-je ordonné d'une voix qui ne semblait pas être la mienne. Surpris par mon ton, il a obéi. Je me suis approchée et j'ai délicatement tamponné la plaie. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je me suis approchée et j'ai délicatement tamponné la plaie. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais voir les éclats dorés dans ses yeux sombres, la tension dans sa mâchoire qui se relâchait légèrement sous mon contact. Le monde extérieur, avec sa violence et ses menaces, a cessé d'exister. Il n'y avait plus que ce moment suspendu, ce geste de soin qui transcendait nos rôles de patron et d'employé, de protecteur et de protégé. « Pourquoi ?» ai-je demandé dans un souffle, la question englobant tout, la protection, le risque, cette connexion étrange et dangereuse entre nous. Il a levé la main et a écarté une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts effleurant ma joue. Le contact était électrique, tendre, et a fait taire toutes mes peurs. Il a ouvert la bouche pour répondre, pour enfin me donner la vérité que j'attendais désespérément. « Parce que lorsque je vous ai vu me regarder ce soir-là, au restaurant, » a-t-il commencé, sa voix un murmure rauque qui faisait vibrer quelque chose au plus profond de moi. Vous n'aviez pas l'air effrayé. Vous aviez l'air d'une combattante qui avait simplement oublié comment se battre. Et
Il n'a jamais fini sa phrase. La porte s'est ouverte et Marco est entré, son visage plus sombre que jamais. Il tenait une tablette à la main, l'écran tourné vers nous. « Patron, nous avons un problème, un gros problème. » Sur l'écran, une image de caméra de surveillance montrait 2 hommes se serrant la main dans une ruelle sombre. L'un était Silvio Romano, le chef du clan rival. L'autre, mon sang s'est glacé dans mes veines, était l'inspecteur Dubois. Ils travaillaient ensemble. Mon passé et mon présent venaient de fusionner en un monstre unique et terrifiant. Dante a suivi mon regard et son visage est devenu un masque de fureur, si pur, si glacial que j'ai reculé d'un pas. Le lien qui venait de se forger entre nous n'était plus seulement une promesse de protection, c'était devenu une cible, et nos ennemis venaient de peindre une cible en plein sur nos cœurs. La fureur de Dante était une chose silencieuse et terrifiante, un vide glacial qui semblait aspirer toute la chaleur de la pièce. La photo de Dubois et Romano sur la tablette n'était pas seulement la preuve d'une alliance, c'était la fusion de nos 2 cauchemars en une seule entité monstrueuse. Mon passé, que je croyais avoir fui, venait de s'enrouler autour de son présent, créant un nœud coulant qui nous menaçait tous les 2. Il n'a pas crié, il a simplement donné des ordres d'une voix basse et tranchante, transformant le penthouse en un centre de commandement de guerre. Les communications étaient rétablies, les hommes redéployés, les protocoles de sécurité élevés à un niveau paranoïaque. Mais je voyais bien que quelque chose avait changé en lui. La certitude avait laissé place à une tension électrique. Dubois connaissait mes faiblesses, mes peurs, ma psychologie. Romano connaissait son monde, ses opérations, ses hommes. Ensemble, ils formaient un ennemi qui pouvait frapper de l'intérieur comme de l'extérieur. Je n'étais plus seulement un prétexte à la guerre. J'étais devenu, sans le vouloir, l'architecte de sa plus grande vulnérabilité, la clé qui avait ouvert sa forteresse à l'ennemi le plus intime qui soit. Les répercussions de cette alliance impie n'ont pas tardé à se faire sentir. Les attaques étaient chirurgicales, vicieuses et portaient la marque indéniablement de l'expertise de Dubois. Un de ses entrepôts les plus secrets, abritant une cargaison de contrebande de grande valeur, a été perquisitionné par une unité de police d'élite, agissant sur un tuyau anonyme parfaitement détaillé. Un de ses restaurants de façade, jusqu'alors irréprochable, a été fermé pour des violations sanitaires fabriquées de toutes pièces, ternissant son image publique. Les comptes bancaires offshore, le cœur financier de son empire, ont été gelés suite à des enquêtes soudaines pour blanchiment d'argent. Chaque coup portait, chaque perte était significative. Marco Vianello vieillissait à vue d'œil, son visage se creusant de jour en jour alors qu'il présentait les rapports de perte à Dante. Le murmure, d'abord discret, est devenu un grondement sourd au sein de son organisation. C'était de ma faute. La fille, la faiblesse. Je sentais les regards accusateurs de ces hommes sur moi, chaque jour un peu plus lourds, me rappelant que ma simple existence mettait en péril tout ce qu'il avait bâti. J'étais devenu le poison qui se propageait lentement dans les veines de son royaume. Le coup le plus cruel, celui qui a finalement brisé quelque chose en Dante, n'a pas visé ses affaires, mais son cœur. Sa mère, Isabella, une femme âgée et fragile que je n'avais jamais rencontrée, mais dont il parlait avec une rare lueur de tendresse, a été victime d'un délit de fuite alors qu'elle sortait de chez son médecin. L'accident était trop parfait pour être une coïncidence. La voiture n'a jamais été retrouvée. Elle a survécu, mais avec une hanche brisée et de multiples contusions, une douleur atroce pour une femme de son âge. Le message était clair, brutal et signé par la cruauté combinée de Romano et Dubois. Plus rien n'était sacré, plus personne n'était intouchable. Quand Dante est revenu de l'hôpital, son visage était un masque de marbre, mais ses yeux contenaient un abîme de douleur et de culpabilité. Il s'est enfermé dans son bureau pendant des heures. Plus tard dans la nuit, en passant devant la porte, je l'ai entendu. Un son unique, étouffé, un bruit de verre qui se brise contre un mur. C'était le son d'un homme au contrôle absolu en train de perdre pied, et je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, que j'étais la cause de sa chute. La culpabilité est devenue une présence physique, une main glacée serrée en permanence autour de ma gorge. J'étais le catalyseur de toute cette destruction. Chaque blessure, chaque perte, chaque parcelle de son monde qui s'effritait était de ma faute. Une nuit,
Incapable de dormir, j'ai surpris une conversation à voix basse entre Dante et Marco dans le couloir. La voix de Marco était tendue, pleine d'un respect angoissé. « Dante, je te l'ai dit, faire une exception, c'est créer une faille. Il ne l'attaque pas elle, il t'attaque, toi, à travers elle. Elle est devenue ton talon d'Achille. » Chaque mot était un clou planté dans mon cercueil. Il ne s'agissait plus de ma sécurité, mais de la sienne, de sa mère, de tout son univers. Je ne pouvais plus rester là, à le regarder se faire démolir à cause de moi. Une décision terrible, inévitable, a pris racine dans mon esprit. Je devais disparaître. Pas pour fuir, mais pour le protéger. Si j'étais la cible sur son dos, alors je devais m'effacer. C'était le seul acte de loyauté, le seul geste de gratitude que je pouvais lui offrir, le libérer du fardeau que j'étais devenue. Mettre mon plan à exécution était presque impossible. J'étais surveillée en permanence, chaque porte était gardée, chaque sortie contrôlée. Mon évasion ne pouvait venir que de l'intérieur. Mon choix s'est porté sur un de ses lieutenants, un homme du nom de Salvi, dont j'avais senti le ressentiment à mon égard depuis le début. Je l'ai approché en secret, jouant ma seule carte, la logique froide de leur monde. Je lui ai expliqué que ma présence affaiblissait Dante, que mon départ restaurerait l'ordre et mettrait fin à la guerre. Je lui ai dit que je voulais juste disparaître, recommencer une vie anonyme, loin de Paris, loin de tout. Salvi a écouté, ses petits yeux calculateurs pesant chaque mot. Il a vu une opportunité, non pas de m'aider, mais de servir ses propres intérêts. Il a accepté, me promettant une voiture et un passage sûr hors de la ville, en échange de ma parole de ne jamais revenir. Je savais que je prenais un risque insensé en faisant confiance à un homme comme lui, mais le désespoir était un puissant anesthésiant pour la peur. Je me suis accrochée à son offre comme une naufragée pourrie, ignorant que les courants m'entraînaient vers un récif encore plus dangereux. La nuit de mon départ, j'ai laissé une courte lettre sur l'oreiller de Dante. Les mots étaient maladroits, trempés de larmes que je m'étais interdit de verser. « Pardon, pour tout. C'est la seule façon de vous protéger. Ne me cherchez pas. » Puis, j'ai suivi Salvi à travers un réseau de couloirs de service jusqu'à une voiture qui attendait dans une ruelle sombre. La liberté avait un goût amer de trahison et de solitude. Quand Dante a découvert mon absence le lendemain matin, sa réaction, comme Marco me l'a raconté plus tard, n'a pas été celle d'un homme inquiet, mais celle d'un roi trahi. La lettre, qui se voulait un sacrifice, a été perçue comme l'ultime insulte. Pour lui, après avoir mis son monde à feu et à sang pour me défendre, ma fuite n'était pas un acte de protection, mais un manque de foi total. Une preuve que je n'avais jamais vraiment cru en lui. La tendresse qui avait commencé à naître entre nous s'est muée en une fureur glaciale. Il a ordonné à tous ces hommes de me retrouver, sa voix ne contenant plus aucune trace de chaleur. Je n'étais plus Léna. J'étais devenue une affaire à régler, un actif en fuite, une traître qui devait être ramenée, morte ou vive. Alors que la voiture conduite par Salvi s'éloignait de Paris, un sentiment de malaise a commencé à s'insinuer en moi. Il ne se dirigeait pas vers le sud, vers la promesse d'une nouvelle vie, mais vers une zone industrielle désaffectée au nord de la ville. Mon cœur s'est mis à battre violemment. « Où allons-nous » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Salvi a souri dans le rétroviseur, un sourire cruel qui a confirmé mes pires craintes. Finir cette guerre, M. Romano a été très généreux. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, j'avais été vendue, j'avais fui un protecteur pour tomber dans les bras de mes torturnaires. Au même moment, à des kilomètres de là, Dante, aveuglé par sa colère et son sentiment de trahison, suivait une fausse piste délibérément laissée par Salvi, s'éloignant de plus en plus de moi. Nous étions au plus bas, séparés par la distance, par la tromperie et par un mur de douleur et d'incompréhension. J'étais seule, piégée, livrée à mes ennemis, et le seul homme au monde capable de me sauver me considérait désormais comme l'une d'entre eux. Tout était perdu. La rage de Dante m'y paie pas un incendie, mais un glacier, un froid absolu, méthodique et implacable. La fausse piste laissée par Salvi l'a réoccupée pendant des heures cruciales, mais une fois la supercherie évidente, sa fureur s'est muée en une redoutable machine analytique. Assis dans son centre de commandement improvisé, il a disséqué les derniers mouvements de Salvi, les relevés téléphoniques, les images de surveillance, chaque fragment de données passant au crible de son intelligence affûtée. Marco, à ses côtés, observait en silence cet homme se défaire de sa douleur pour revêtir l'armure du stratège. Ce n'était plus une question de fierté blessée,
En relisant ma lettre, cette fois avec le recul de la trahison de Salvi, il a compris. Il a vu la vérité derrière mes mots maladroits, la logique désespérée de mon sacrifice. Ce n'était pas une trahison, a-t-il dit à voix basse, ses mots tranchant le silence de la pièce. C'était un sacrifice, et ils vont le payer. Il a pointé du doigt une zone industrielle désaffectée sur une carte satellite. C'est là. Salvi pensait être intelligent. Il n'a fait que signer son arrêt de mort et celui de ses nouveaux amis. Prépare les hommes, on y va. La douleur de mon absence était devenue le carburant de sa vengeance. Pendant ce temps, j'étais leur prisonnière dans un entrepôt glacial qui sentait la rouille et le désespoir. Dubois paradait devant moi, savourant sa victoire, son visage tordu par un triomphe malsain. « Tu vois, Léna, tout le monde finit par revenir à sa place. Et ta place, c'est à mes pieds. » Romano, plus pragmatique, discutait au téléphone avec Salvi, finalisant les détails de leur accord. J'étais leur monnaie d'échange, le trophée qui scellerait leur nouvelle alliance. Mais la peur, si longtemps ma compagne, commençait à céder la place à une rage froide, une clarté nouvelle née de l'impuissance. J'ai cessé de pleurer et j'ai commencé à écouter. J'ai entendu des bribes de conversation, des mots-clés, livraison, quai 14, demain soir. Il ne se contentait pas de neutraliser Dante, il prévoyait de démanteler son opération portuaire, le cœur de sa logistique. Ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils ne prenaient même pas la peine de baisser la voix. Je n'étais plus une victime passive, j'étais une observatrice. J'ai commencé à scanner mon environnement, non pas pour une issue, mais pour une arme, n'importe quoi. Un morceau de métal rouillé, une chaîne suspendue. Je ne savais pas comment, mais je refusais de finir cette histoire comme un pion sacrifié sur leur échiquier. Le plan de Dante n'était pas une attaque frontale, c'était une symphonie de chaos calculé. Il savait que Romano et Dubois s'attendaient à une réaction de force brute, une démonstration de puissance. Au lieu de cela, il a décidé de frapper leur fondation. Il a utilisé ses contacts au sein même de la police pour faire fuiter une information anonyme sur un trafic d'armes impliquant Romano, mais en désignant un entrepôt voisin comme cible. Simultanément, il a fait passer le mot dans la rue que Salvi avait trahi pour une somme dérisoire, semant la méfiance au sein des alliés de Romano. « On ne va pas simplement la récupérer, Marco, on va les anéantir de l'intérieur », a-t-il expliqué, ses yeux brillants d'une lueur dangereuse. Ils ont utilisé sa peur contre elle, nous allons utiliser leur cupidité contre eux. Il a divisé ses hommes en 3 équipes, une pour créer la diversion, une pour sécuriser le périmètre et une, la plus petite et la plus discrète, pour l'accompagner. Il ne risquait pas seulement son empire, il misait tout sur sa capacité à anticiper la psychologie de ses ennemis. Et au centre de cette toile complexe, son objectif restait unique, et moi. Dans l'entrepôt, la situation a dégénéré. Pour me briser davantage, Dubois a fait amener un jeune homme terrorisé, un comptable de bas étage de l'organisation de Romano, accusé d'avoir posé des questions. Dubois a sorti son arme de service, la pressant contre la tempe du garçon. « Regarde bien, Léna, c'est ce qui arrive aux gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. » C'est à ce moment que tout a basculé en moi. La peur pour ma propre vie a été éclipsée par une fureur protectrice. « Laisse-le », ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Je me suis levée, attirant l'attention sur moi. « C'est moi que vous voulez, Dubois. Vous avez toujours été un lâche, n'est-ce pas? Incapable de vous en prendre à quelqu'un de votre taille. Vous avez besoin que vos victimes soient déjà à genoux. » Ses yeux se sont rétrécis de haine. Il a lâché le comptable, qui s'est effondré en sanglotant, et s'est avancé vers moi. « Tu vas regretter ces paroles. » J'avais réussi. J'avais détourné la violence de quelqu'un de plus faible, même si cela signifiait la recevoir à sa place. C'était mon propre acte de défi, ma propre façon de me battre avec les seules armes qu'il me restait. C'est à cet instant précis que l'enfer s'est déchaîné. Une explosion sourde a secoué un bâtiment voisin, le leur de Dante. Des sirènes de police ont retenti au loin, se dirigeant dans la mauvaise direction. Dans la confusion, les portes de l'entrepôt ont volé en éclats. Les hommes de Dante, rapides et silencieux, ont neutralisé les gardes de Romano avec une efficacité brutale. Dante est apparu dans l'encadrement, non pas comme un gangster, mais comme une force de la nature. Son regard m'a trouvé instantanément, une promesse silencieuse de sauvetage. Alors qu'il engageait Romano dans un combat féroce, Dubois m'attrapait, m'utilisant comme bouclier humain. « N'avance pas, Moretti !» a-t-il crié, la panique dans la voix. C'est là que j'ai utilisé l'information que j'avais glanée. « Il vous ment, Dubois !» ai-je crié, ma voix résonnant dans le chaos. « La livraison au quai 14 !
Romano s'est servi de vous pour se débarrasser d'un concurrent et il comptait vous livrer à la police. » Le doute a traversé le visage de Dubois pendant une fraction de seconde, sa prise se relâchant. C'était tout ce dont Dante avait besoin. Il a désarmé Romano et, en un mouvement fulgurant, a mis Dubois hors d'état de nuire. Nous avions gagné, ensemble. La poussière est retombée, laissant place à un silence pesant, seulement brisé par les gémissements des hommes vaincus. Dubois et Romano étaient maîtrisés, leur alliance brisée par la méfiance et la violence. Dante a traversé la pièce, ignorant tout le monde sauf moi. Il s'est arrêté devant moi, ses mains se posant doucement sur mes bras, ses yeux parcourant mon visage à la recherche de la moindre blessure. La fureur du chef de la mafia avait disparu, remplacée par une vulnérabilité brute qui m'a coupé le souffle. « Je t'ai cru parti », a-t-il murmuré, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je suis désolé », ai-je répondu, les larmes brouillant ma vue. « Je pensais vous protéger. » Il a secoué la tête, son pouce effleurant ma joue. « La seule façon de me protéger, c'est de rester avec moi. » Ce n'était pas un ordre, mais une supplique. Et dans ce moment, au milieu des décombres de nos batailles, j'ai fait mon choix. Non par peur ou par gratitude, mais par amour. J'ai hoché la tête. Je ne partirai plus. Il m'a attiré contre lui, et dans cette étreinte, nous avons scellé notre pacte. Nous n'étions plus un protecteur et une protégée. Nous étions deux survivants qui avaient choisi de construire leur forteresse ensemble. Les mois qui ont suivi la confrontation à l'entrepôt se sont écoulés dans un silence presque irréel. La gare n'a pas pris fin avec un bang, mais avec le démantèlement méthodique et silencieux de nos ennemis. Dante a utilisé son influence non pas pour la vengeance, mais pour une forme de justice que le système m'avait toujours refusée. L'inspecteur Dubois n'a pas été retrouvé dans une ruelle sombre. Au contraire, une avalanche de preuves irréfutables sur sa corruption, ses liens avec le crime organisé et ses abus de pouvoir a fait surface, orchestré depuis les ombres par le réseau de Dante. Sa chute a été publique, humiliante et totale, son insigne lui étant arraché par les mêmes institutions qu'il avait utilisées pour me terroriser. Quant à Silvio Romano, son empire s'est effondré de l'intérieur. Trahi par ses propres hommes, méfiant après l'affaire Salvi et étranglé financièrement par les manœuvres de Dante, il a fini par n'être plus qu'un pion insignifiant sur un échiquier qui n'était plus le sien. Je regardais les nouvelles, non pas avec jubilation, mais avec un sentiment de soulagement si profond qu'il en était douloureux. Les fantômes de mon passé n'étaient pas seulement chassés, ils avaient été effacés, leur fondation réduite en poussière. La paix n'était plus une trêve fragile, mais un territoire reconquis. Nous avons quitté le penthouse stérile qui surplombait Paris pour une maison en pierre meulière nichée dans un écrin de verdure en dehors de la ville. C'était la maison de son enfance, un lieu qu'il avait abandonné après la mort de son père, mais qu'il a fait entièrement rénover pour nous. La sécurité était omniprésente mais invisible, intégrée dans les murs anciens, faisant de cet endroit un sanctuaire, pas une forteresse. Ma place a changé aussi. Je n'étais plus son assistante, mais sa partenaire. J'ai pris la direction de la fondation de sa mère, lui donnant une nouvelle impulsion, utilisant mon expérience pour créer des programmes concrets pour les femmes fuyant la violence. Dante m'a donné carte blanche, son respect pour mon travail silencieux mais total. Parfois, je retournais au nocturne, non plus comme une serveuse effrayée, mais à ses côtés. Je voyais dans le regard des employés le même respect mêlé de crainte qu'il lui témoignait. Mais pour moi, il y avait aussi une lueur de curiosité admirative. Le lieu qui avait symbolisé le début de ma terreur était devenu le témoin de ma renaissance, un rappel constant du chemin parcouru, de l'ombre à la lumière. La peur qui avait longtemps été ma seconde peau s'est peu à peu détachée de moi. Elle a été remplacée par une confiance tranquille, une force que je ne savais pas posséder. J'ai commencé à remplir la maison de vie de couleurs chaudes et de livres, chassant les derniers fantômes de la solitude de Dante. Il me regardait faire, un léger sourire aux lèvres, comme s'il découvrait la chaleur pour la première fois. Notre dynamique a évolué vers une égalité naturelle. Je n'hésitais plus à le contredire, à débattre de la meilleure façon d'allouer les fonds de la fondation ou même de la couleur d'un mur. Il écoutait toujours attentivement, pesant mes mots avec la même gravité que ceux de Marco. Un soir, en regardant un reportage sur les violences conjugales, je n'ai pas ressenti la piqûre familière de la panique. J'ai ressenti une colère froide et une détermination renouvelée.
Mon passé n'était plus une blessure à cacher, mais une source de force, une raison de me battre pour celles qui n'avaient pas encore trouvé leur protecteur. Dante a posé sa main sur la mienne, son regard rempli non pas de pitié, mais d'une fierté profonde. Il n'avait pas sauvé une victime, il a libéré une guerrière. Un dimanche matin, des mois plus tard, la lumière dorée du printemps inondait le jardin. Dante m'a apporté un café, ses mouvements dénués de la tension qui l'habitait autrefois. Il portait un simple pull, l'homme d'affaires impitoyable remplacé par l'homme avec qui je partageais ma vie. Je me suis tournée vers lui et l'ai regardé droit dans les yeux. Ce regard, qui avait tout commencé, n'était plus un acte de défi, mais une conversation silencieuse, une promesse d'éternité. Il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant extravagant, mais une simple clé en argent, ornée d'une petite orchidée gravée, la fleur qui avait autrefois symbolisé une menace, désormais transformée en emblème de notre résilience. « Ceci n'a jamais été ma maison avant toi », a-t-il murmuré. En cet instant, j'ai compris la véritable nature de sa protection. Il n'avait pas simplement brisé son code pour moi, il avait construit un nouveau monde autour de nous. Un monde où la justice était possible et où l'amour était le plus sûr des refuges. Si notre histoire vous a montré qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les ténèbres les plus profondes, partagez-la pour que d'autres puissent aussi trouver leur lumière.